Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte. Et cette fois-ci, on va parler de justice et de vengeance. On peut voir en fait la vengeance comme étant une sorte de justice personnelle. Et pour discuter de ce thème, j'ai invité Thibaut, comme d'habitude. Comment ça va, Thibaut? Salut Max, ça va très bien, ça va très bien. Si je ne m'étais pas encore fait au nouveau nom du podcast, j'ai presque été surpris quand tu as annoncé Moment Culte. C'est un peu plus difficile à prononcer, pour être honnête, mais ça se trouve mieux sur tout ce qui est moteur de recherche. Sans plus attendre, on va commencer avec une première œuvre, qui est Le Comte de Monte Cristo, qui est ici une des œuvres clés de cet été, ou même peut-être de l'année. Moi, je trouvais que c'était sûrement un film événement, surtout peut-être pour les spectateurs francophones, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des amis non francophones qui n'avaient pas l'air d'avoir repéré cette œuvre passer sur le radar, même si c'est fois montrée à l'étranger dans les cinémas en version française avec sous-titres. Et donc ici, pour moi, c'est une œuvre qui est épique, un peu du style L'Odyssée d'Ulysse, un film avec un très gros budget, des décors assez soignés, des costumes, un film en costume. Je sais qu'on en parle de temps à autre, c'est pas toujours ton truc, mais ici, on voit que ce sont des costumes qui sont froissables et bien amidonnés, donc nous y voilà. Je crois que ça passe mieux que d'habitude, c'est pas trop poussiéreux. Et donc, de quoi s'agit-il? On va découvrir assez rapidement Edmond Dantès, un jeune matelot courageux, plutôt téméraire, qui vient de Marseille, des environs, et qui va sauver une jeune femme de la noyade. Et ce beau geste va en fait le propulser, bien malgré lui, au centre d'une machination diabolique organisée par ses amis les plus proches. Il est très rapidement promu capitaine. C'est pas vraiment un spoiler, ça se fait dans les 5 premières minutes du film. On voit qu'il est heureux en amour et qu'il compte se marier très bientôt. Mais tout va basculer suite à un mélange de malchance, d'opportunisme et un complot organisé par 3 hommes. Il y a aussi donc son meilleur ami, le procureur de Marseille, et le capitaine d'Anglars, qu'Edmond Dantès vient de remplacer. Donc, comble de l'insulte, il est arrêté lors de son mariage alors qu'il est sur le point de dire oui à sa bien-aimée. Il est jugé et emprisonné assez rapidement. Et il est ensuite enfermé sur une île réservée aux traîtres et ennemis de la royauté. Donc, c'est en fait emprisonné au large de la France qu'il va fomenter un retour fracassant, si on peut dire. Je vais peut-être m'arrêter là. On sait que c'est une œuvre assez connue. C'est basé sur le livre du même nom d'Alexandre Dumas, qui est sorti il y a un bail. C'est une belle brique aussi que j'ai eu l'occasion de lire, qui vaut le coup. Donc, je pense que le film rend vraiment honneur au livre. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Thibaut, de manière générale. Je sais que ça t'a assez plu. Ouais, plutôt, enfin même vraiment beaucoup en fait. Alors tu disais justement c'était un des événements de l'année, un des films événements. Et en effet, en fait, on est donc en France actuellement, c'est le deuxième plus gros succès de l'année, juste derrière un petit truc en plus. Donc il a dépassé les 9 millions d'entrées, ce qui ne se fait pas chaque année pour un film français. Alors, je voudrais mentionner aussi que les réalisateurs, qui sont Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, ont par ailleurs adapté, mais là ils étaient juste scénaristes si je me souviens bien, déjà un peu des films de la, on va dire, entre guillemets, de la même époque, parce qu'ils ont adapté Les Trois Mousquetaires. Donc c'était 2 films, donc c'était en 2 volets en 2023. Et ça n'a pas du tout été accueilli de la même manière, ni par la critique, ni par le public. Donc c'est assez intéressant parce que je ne pense pas que les films précédents là, de 2023 ont fait beaucoup plus que 2 ou 3 millions de spectateurs. Alors que, comme tu l'as mentionné, ce sont des énormes productions, donc ça coûte assez cher, donc il faut rentabiliser. Et alors, côté critique, ce n'était pas du tout non plus la même chose. Le Comte de Monte Cristo a été extrêmement bien accueilli. Donc en fait, on assiste vraiment à un succès à la fois populaire et critique, ce qui est assez rare quand même. Et donc, moi, je trouve que c'est chouette quand les deux se rencontrent, en tout cas. Et ici, donc voilà, c'est un budget donc de, je vois, presque 43 millions d'euros, qui est vraiment, pour un film français, vraiment beaucoup. Alors, ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que, tu disais, oui, que je n'aime pas trop les films en costume, ce qui est assez vrai, parce que souvent, c'est assez, je trouve assez guindé, assez un peu poussiéreux, comme ça. Et ici, en fait, ça prend presque le contre-pied de ce côté-là. Donc, un film, d'un côté, ça assume complètement le classicisme, entre guillemets, du livre que je n'ai pas lu, mais en tout cas, on sent que voilà, il y a un certain respect de l'œuvre, du texte, etc.
Et d'un autre côté, c'est fait avec des outils d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire que la photographie, par exemple, est superbe. Ça, si c'est filmé dans des décors, c'est filmé beaucoup dans des décors naturels, et l'image est vraiment, vraiment superbe. Il y a beaucoup d'acteurs quand même très connus, et notamment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont issus de la comédie française, donc Pierre Ninet, Laurent Lafitte. Donc il y a aussi une volonté de choisir un peu des auteurs, des acteurs au départ d'une formation classique pour ce film. Et ils font très très bien le job. Moi je trouve que, honnêtement, Pierre Ninet, c'est un de ses meilleurs rôles. Alors, certes, c'était pas un rôle. Enfin, si, en soi, c'est un côté dramatique, hein, ça c'est sûr, puisque l'histoire d'une vengeance, de toute façon, sans révéler la fin, l'histoire d'une vengeance, forcément, ça peut pas bien se dérouler. Il y a à un moment ou l'autre des dégâts. Et je trouve on sent bien. Il arrive à très très bien incarner cette vengeance. Et puis à côté, moi je crois que le rôle de sa protégée, Haydée, donc l'actrice que je ne connaissais pas, qui s'appelle Anna Maria Bartolomei, est assez magnétique aussi, et donc a un côté très mystérieux et qui n'est pas complètement révélé. Enfin, on ne saisit pas complètement le personnage, et c'est bien de laisser une part de mystère. Alors le film est très long, enfin très long, il dure 3 heures. Donc même si l'œuvre est foisonnante, forcément il y a des choix qui ont été faits. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est que je trouve que durant les 3 heures, en fait, on ne s'ennuie pas, on ne les voit absolument pas passer. Je voudrais encore mentionner aussi la musique. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique. Donc apparemment, c'est un certain Jérôme Robotier. Et on a un thème, notamment le thème du trésor, qui revient comme ça plusieurs fois dans le film et qui se font de nouveau très très bien avec les images, sans en faire trop non plus. On a parlé d'un peu tout ici, c'est un peu le film, presque le film parfait, parce que tout est vraiment très très bien réussi. Il y a beaucoup d'attention qui est accordée à tout. Et ce n'est pas pour autant un film entre guillemets bling bling où on va essayer de faire venir énormément de stars juste pour leur faire jouer 2-3 scènes. Comme ça, on pourrait dire qu'un tel est venu. Et donc, ce qui augmente de facto le budget du film. Non, ici, certes, il y a quand même beaucoup de noms connus. C'est pour jouer des rôles consistants. Alors, dernière petite chose aussi que je trouve amusante, c'est que bon, c'est un film de KPDP, hein, solo voilà, c'est un film de genre comme ça. Et ce qui a, je me disais en cours de film, tiens, pour un film de KPDP, il n'y a pas beaucoup de combats à l'épée. Il y a si, il y en a quand même un, mais il y en a un seul. Donc, c'est ça que je dis qu'il y a une volonté de classicisme, entre guillemets, à respecter les codes du genre, mais sans en faire trop non plus, et en essayant quand même d'instiller, si pas une dose de modernité, en tout cas de le mettre un peu plus dans son époque, avec, comme je disais, avec des moyens techniques, les décors, etc. Et tout ça fait qu'on arrive à avoir un film vraiment très bien réussi. Oui, et d'ailleurs, si on est fan de combat à l'épée, il faudra attendre un peu plutôt vers la fin du film pour pouvoir l'observer. Oui, ça, il faut l'attendre, Il effectivement. faudra l'attendre. Donc, avis aux amateurs. Et puis alors, oui, peut-être au niveau critique, mais j'ai essayé d'être plutôt créatif au niveau de la critique et de l'analyse de l'œuvre. Je vais te dire ce qui est parvenu suite à ma réflexion, tu me diras ce que tu en penses. Mais donc, c'est peut-être pas uniquement le film, mais c'est également l'œuvre d'Alexandre Dumas. Si on commence avec le nom Dantès, il se pourrait que ce soit peut-être un clin d'œil à Dante Alighieri. Parce qu'on voit tout le côté biblique de cette œuvre, avec un côté naissance, renaissance d'Edmond, un peu comme un phénix, qui revient sous la forme du conte. Mais ce n'est pas, on parlait de renaissance, c'est pas évidemment pour distribuer des petits pains, c'est plutôt pour distribuer des coups bien placés. Et je parlais donc de Dante Alighieri, il y a évidemment les différents cercles de l'enfer, et on pourrait voir cette œuvre sous la forme des différents péchés qui ont été commis. Donc par exemple, on a le meurtre d'un bébé qui n'a pas été baptisé, on a l'orgueil qui n'est pas puni de certains protagonistes, on a aussi l'envie envers la femme d'un autre, l'adultère, l'avarice, le mensonge, la trahison qui n'est peut-être pas forcément un péché, mais qui pourrait tomber dedans. Et puis il y a aussi la colère, donc un des associés du conte, on le voit pris de colère vers la fin du film, je n'en dirai pas plus, mais on voit ici qu'on a quand même pas mal de péchés liés à Dante. Donc moi j'ai fait la liaison avec Dantes, une lettre de différence, et on y est. Donc j'ai essayé d'être créatif, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il fallait que je le partage, quoi. Ça a été chercher loin quand même. Oui. Et alors, purement critique, si on devait comparer les deux, j'ai eu l'occasion de lire le livre, mais j'ai remarqué quelques petites différences. Par exemple, le rôle d'Angèle au tout départ, la jeune femme qui est sauvée, n'existe pas du tout. Ça a été écrit de toutes pièces. Il y a un moment où on parle d'une traite, cette esclave de Dangar,
alors qu'en fait, ça a déjà été aboli en France à l'époque. Donc, ça ne tiendrait pas forcément debout. C'était peut-être un peu surprenant. Et puis alors, le rôle de Hayley, tu en parlais, qui a été réinventé, parce que dans le livre, c'est censé être son amour. Je ne sais pas si c'est un amour impossible, mais elle est censée terminer avec Edmond Dantes, plutôt Mhm. que ce qui se passe dans le film. Ça ne Mais dans le change film, pas grand-chose. c'est presque uniquement l'instrument de sa vengeance, en fait, hein. Et c'est Ouais. là que je trouve que oui, donc c'est peut-être pas exactement comme dans le livre, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de voir, ouais, c'est utiliser les autres comme moyen et voir en fait que une vengeance personnelle en fait a des implications énormes sur les autres, quoi. En ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Ouais. Est-ce que sa fin à elle dans le film tient debout ou non, et dans ce qu'on sait, ça va peut-être un peu à contresens de la logique, mais vu qu'on parle d'amour, ça pourrait Mhm. s'expliquer aussi. Et donc, alors peut-être, vu qu'on parlait de vengeance personnelle ou même de justice personnelle, le deuxième, ce serait le Joker, donc le film qui est sorti en 2019, réalisé par Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix en rôle principal. Donc le Joker, on le connaît peut-être, c'est l'ennemi juré de Batman. Et on est ici en fait à son histoire originelle. Donc on va découvrir le Joker avant qu'il ne le devienne. C'est un grand rôle, je trouve, pour Joaquin Phoenix. Et d'ailleurs, il l'a bien tenu. Il a obtenu l'Oscar en 2020. Et on va en fait découvrir un homme qui est rejeté par la société, qui est en fait abandonné par le système. Et c'est ce qui m'a marqué, c'est ce fameux basculement. Donc on va voir qu'il est au départ plutôt instable psychologiquement. Il est suivi par des spécialistes, des thérapeutes. Il y a même un programme qui est payé par la ville de Gotham, donc qui est en fait plus ou moins le New York de fiction. Mais voilà que par manque d'argent, par corruption, le programme est abandonné. Et ce pauvre homme qui tenait à peine debout d'un point de vue psychologique, il quitte ce système, il sort des radars, et en fait, c'est un peu le début de la descente aux enfers pour lui et en fait ceux qui l'entourent. Moi, j'ai vu une sorte de critique assez subtile sur le problème des soins de santé en général, peut-être les coupes budgétaires et surtout aux États-Unis, qui poussent certains citoyens qui essaient de s'accrocher. Au final, ils tombent au fin fond du gouffre quand on leur coupe une aide aussi précieuse. Une vision assez précise du film. Le film en soi était très bien réalisé, assez créatif. La deuxième partie est moins réussie, de ce que j'ai entendu, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. C'était une belle surprise en 2019, je me souviens de l'avoir vu. Oui, tu veux dire la suite quand on dit la deuxième partie, Ah oui, qui est sortie euh, ici récemment. Ouais, ouais. Bah, ouais, là, par contre, aux États-Unis, c'est vraiment un four parce que, en fait, là, on a vraiment un bouche à oreille négatif. Déjà, le début, le démarrage a été très, très mauvais. Et puis après, ça n'a pas du tout suivi. Et moi qui ai adoré justement le premier, et je partage tout à fait ton avis hein, sur en fait, il y a beaucoup de critiques de la société derrière, pas que ça, mais la manière dont on considère aussi comme ça, comme enfin, ces gens un peu en marge, entre guillemets, puisqu'on se moque beaucoup de lui, il en souffre. Donc il y a aussi tout ça. Donc c'était quelque chose de très, très, en fait, très dérangeant aussi comme film finalement, je trouve, parce qu'il arrive à instiller quand même un peu le malaise chez le spectateur, ce qui est un peu intéressant ici quand on critique comme ça un peu la société. Et en fait, pour le deuxième, moi j'ai pas voulu aller le voir, par exemple. Donc, je pense que ça en dit long et je suis certainement pas le seul dans le cas. Parce qu'en fait, le réalisateur a apparemment transformé ça un peu en une espèce de comédie musicale, mais entre quatre murs, puisqu'il est en prison. Je pense que je sais pas comment tu arrives à faire un film de 1h, au moins 1h30, mais je pense qu'à mon avis, il était plus long que ça. Donc voilà, ça c'est. Ce qu'on en entend, c'est qu'il fallait peut-être pas de suite, en fait, tout simplement. oui. Et du coup, c'est Folie à deux avec Lady Gaga qui joue Harley Quinn, si je ne me Mm. trompe pas. C'est ça, Donc ouais. c'est une comédie musicale par cellule interposée. Oui, de ce que j'ai compris, c'est donc il s'imagine effectivement, elle arrive plus ou moins à le séduire, mais enfin, elle se joue un peu de lui en même temps. Et, euh, et après, il s'imagine effectivement vivant avec elle, etc. Mais après, j'ai juste vu la bande-annonce et j'ai juste entendu les critiques, quoi. D'accord. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais en parlant de Joaquin Phoenix, qu'il est lié aussi à ce film-là, Gladiateur numéro 2, qui est aussi plutôt un film à réaction mitigée à voir. Je me souviens qu'il avait joué l'empereur dans le premier, mais oui, ici, j'ai l'impression que c'est moyennement réussi. Je ne sais pas ce que tu en penses ou si tu comptes le voir. Mais non, justement, Non. D'accord. j'ai été très découragé par les requins dans le Colisée.
ça, voilà, ça ne m'attire pas vraiment. Ça ne me dit rien. Ah, bah, en fait, il a fait donc pour le deuxième ici. Donc apparemment, il est avéré que il y a eu à certains moments de l'eau dans le Colisée, mais certainement pas à cette époque-là, parce que dès lors qu'il y a des galeries, c'était plus possible. Donc les Romains avaient réussi à faire amener de l'eau dans le Colisée. Et alors, Ridley Scott a en plus ajouté des requins dedans. Voilà, donc ça me donne pas très envie. Même si donc, ce serait peut-être intéressant de voir Paul Mescal qui prend le rôle principal, parce que ça, c'est vraiment un acteur issu du cinéma indépendant américain. J'ai vu dans After Sun, dans All of Us Strangers, ouais, qui est vraiment en train de monter très très fort et qui, sans doute, grâce à ce blockbuster, va décrocher maintenant beaucoup de grands rôles. Voilà, donc ça, c'était pour moi l'élément le plus intéressant qu'il faudrait voir dans le film. Oui, mais est-ce qu'il est à sa place? Parce qu'il est irlandais, si je ne me trompe pas, non? Ça, je ne sais pas. Ça, Je c'est crois une qu'il question. est plutôt des îles Ouais, britanniques, donc il faut c'est aller le voir. c'est une belle distance. Mais je n'étais pas au courant de cette histoire de requin. Après tout, l'idée d'un film, c'est de divertir, donc on va se dire que ça part d'une bonne intention. Et puis alors, peut-être que tu veux passer au juré numéro 2, Oui, dernier film de Clint Eastwood. D'ailleurs, que je n'attendais pas, je pensais qu'il avait plus ou moins mis un terme à sa carrière après le dernier. Je ne me souviens plus du nom. c'était Crime Macho, quelque chose comme ça. Oui, peut-être bien. Celui-là, par contre, je l'avais pas vu. Mais ici, oui, donc, pour la petite anecdote, aujourd'hui, d'ailleurs, je ne parlerai que de films de 2024, ou de livres de 2024. Et donc, Juré numéro 2, effectivement, est sorti ben, il n'y a pas très très longtemps. Dernier film de Clint Eastwood. Alors ici, ben, il est question de justice, mais d'une manière, entre guillemets, plus conventionnelle, puisqu'on se retrouve dans un tribunal. Donc, ben, on sait bien que les Américains raffolent du film de procès. Donc, on pourrait se dire, encore un film de procès avec des rebondissements dans la salle, des objections, votre honneur, à tout va. Mais rien de tout ça ici parce que, ben, évidemment, c'est Clint Eastwood, donc c'est plutôt quelqu'un de sobre dans sa mise en scène. Et donc, on va retrouver cette sobriété à l'intérieur du tribunal. Même si l'intérêt est sans doute ailleurs, puisqu'en fait, on suit un jeune homme marié qui va avoir un enfant très prochainement, puisque sa femme est sur le point d'accoucher. Et ben, il est appelé comme juré dans une affaire d'homicide. Donc, une femme a été retrouvée morte dans une espèce de ravin, on va dire. Et ce, donc juste après, en fait, avoir eu une dispute un peu violente dans un café, donc quelques minutes avant. Donc, très vite, les soupçons se sont portés évidemment sur le compagnon de cette femme. Et voilà, et donc c'est lui qu'on va juger. Alors, le film commence vraiment dès le tout début. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir comment fonctionne le système américain. En tout cas, pour nous, Européens. Peut-être que les Américains n'ont pas l'intérêt que nous, on peut avoir à ce niveau-là. Et donc, on voit dès le début comment est-ce qu'on sélectionne les jurés. Donc, ça, on peut imaginer que chez nous, c'est un peu la même chose. Mais là où la justice est très différente aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas de juge d'instruction et que c'est une partie contre l'autre. Et donc, ici, on a le procureur, donc, qui représente le ministère public, qui en plus se fait élire, donc qui a une certaine pression à condamner les gens, plus encore que chez nous, puisque derrière, il faut assurer sa réélection. Et ici, justement, en fait, la femme qui est procureure joue sa réélection en ce moment. Et elle sait bien que, ben, comme c'est une affaire médiatisée, une femme qui se fait tuer a priori par son compagnon, ben, tout le monde va vouloir la condamnation de l'homme, et donc elle doit absolument l'obtenir. Alors le juré, lui, Justin, il n'a pas très envie, il va très vite être désigné juré, mais il n'avait pas très envie puisque ben, il a sa femme qui va accoucher. Mais très très vite, en fait, donc le procès commence et il se rend compte que ben, cette affaire, il lui dit quelque chose. Il était présent ce soir-là, le soir de la dispute, dans le bar en question. Et apparemment, il sait certaines choses qui pourraient peut-être disculper, soit au contraire encore plus enfoncer le compagnon en tant que meurtrier. Ah, voilà, donc ça je ne vais pas révéler évidemment, mais tout au long en fait du film, on va sentir le dilemme de ce juré. Doit-il révéler qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Alors, donc au début, on a forcément tout le procès. L'affaire est a priori assez simple, mais il y a peu d'éléments, d'indices matériels. Et puis après, on a la délibération des jurés. Et là, on a un petit côté, moi, qui m'a rappelé 12 hommes en colère, parce que au départ, presque tous les jurés estiment le compagnon est coupable. Et peu à peu, on va changer parce qu'on va considérer d'autres points de vue. Et donc, c'était aussi intéressant de voir comment, en fait, quels sont les faits, sur quoi on s'appuie pour délivrer un verdict. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc je parlais des dilemmes du personnage principal, du juré,
Il y a aussi, c'est pas le seul personnage qui a un peu comme ça, des hésitations. La procureure qui est interprétée par Toni Collette. Oui, j'ai pas cité le nom de l'acteur principal, c'est Nicolas Hoult, que moi je ne connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais. En revanche, donc la procureure c'est Toni Collette, une actrice un peu plus connue. Mais elle aussi a prise d'hésitation, voilà, risque d'avoir des doutes aussi en cours de procès. Donc comme je le disais, on a plutôt quelque chose donc plastique, sobre dans la mise en scène, puisque l'intérêt est ailleurs, c'est dans le portrait des personnages qui est vraiment très bien réussi. Les interprétations, les acteurs sont très très justes. Je trouve que le film aussi pose la question de qu'est-ce qui est moral. Je ne vais pas trop en révéler au risque de spoiler un peu l'intrigue. Comme le film est encore récent, ben, je vous incite vraiment, enfin, je t'incite vraiment, ou nos auditeurs aussi, à aller le voir. Donc la question là, de qu'est-ce qui est moral reste posée. D'accord. Merci de ne pas avoir donné de spoiler parce que c'est une des garanties du podcast aussi. 100% sans spoiler. Mais du coup, le film, tu lui donnerais combien sur 5? Je sais que tu as ce système d'étoiles. Ah, j'en mets 4 quand même. D'accord. Je trouve que c'est vraiment du travail. C'est relativement simple, parce que l'histoire semble simple, mais les personnages sont complexes. Et or, c'est bien fait, en fait, c'est bien réalisé. Parce que justement, il ne faut pas en faire trop, qu'il n'y a pas d'effet de manche, il n'y a pas besoin de tout ça. Et en se reposant bien sur le jeu des acteurs qui sont très bons, je trouve qu'on fait vraiment un très bon film, quoi. Alors oui, comme je dis, c'est pas le plus original, c'est peut-être pas, je connais pas suffisamment la filmographie de Clint Eastwood pour le dire, c'est peut-être pas son meilleur film, mais bon, enfin voilà, ça reste tout ça très bon. Il a quand même 94 ans maintenant, il en avait certainement 93 au moment du tournage. Voilà, ça reste remarquable encore de pouvoir réussir à sortir ce genre de film. Même si après, on parlait justement de Ridley Scott tout à l'heure, lui, à 85 ou 86 ans, il arrive aussi à faire un Gladiator. Voilà, ce sont des réalisateurs qui ont quand même une certaine longévité et qui arrivent à produire encore des grands films. Ouais, ça démontre une belle énergie. Mais alors, peut-être pour rester aux États-Unis, je voulais parler de To Kill a Mockingbird, qui en fait est traduit en français par Ne tuez pas l'oiseau moqueur. C'est un classique de la littérature américaine, moderne, et c'est un livre qui figure notamment sur les listes obligatoires à l'école. Ça, c'est peut-être un roman pour toi, tu le connais sûrement de nom. Thibaut, je pense pas que tu l'aies lu. Si, je l'ai lu, mais Tu je l'as dois lu? avouer que j'ai un peu oublié de quoi ça parlait. Donc je vais D'accord. t'écouter attentivement. Donc, si tu avais envie de relire un livre par hasard, je sais que ça devrait te plaire parce que c'est un peu le roman d'apprentissage par excellence. On va suivre un frère et une sœur dans l'Amérique des années 30 et c'est au cœur de la Grande Dépression. Et ils vont passer leur temps dans le quartier, ils vont essayer de s'imaginer la vie des habitants du quartier, surtout notamment de citoyens qui sont plutôt reclus, en imaginant que l'un ou l'autre est un tueur, une sorcière, des choses du style. Et eux sont des Américains blancs qui vivent dans un quartier noir. Le père est avocat, il est assez respecté par ses voisins. C'est un genre de pilier de communauté. Et donc cet avocat va défendre un homme qui est accusé à tort de viol dans cette ville du sud des États-Unis. Donc on va suivre le roman en plusieurs parties. Donc il y aura la vie des enfants qui sera entrecoupée par différentes scènes de défense et de discussion avec l'accusé qui est donc accusé à tort. C'est un livre, c'est un des seuls livres en fait de l'auteur Harper Lee. C'est sorti en 1960 et elle a attendu jusqu'à la fin de sa vie pour sortir le deuxième tome. Euh, C'était une sortie un peu à la surprise générale, qui a d'ailleurs dévoilé certaines choses ou suggéré certaines choses qui ont un peu choqué les amateurs du premier tome. Un livre de procès, si on peut dire. Comme je disais, un grand classique de la littérature américaine. Alors chez nous, il est un peu moins classique du coup, mais aux États-Unis, c'est vraiment. Je sais pas parce que c'est un livre qu'on retrouve. Moi qui lis beaucoup d'auteurs américains, c'est un livre qui est souvent cité dans les livres même. Donc c'est à ça qu'on reconnaît vraiment voilà, à quel point il a eu une influence, je pense, sur la littérature, peut-être même sur la société aux États-Unis. Oui, une influence que, enfin, en le lisant en tant qu'Européen, je n'ai pas forcément senti. On comprend évidemment les conflits, les tensions aux États-Unis, mais oui, c'est peut-être moins marquant en lisant ça venant d'Europe. Alors moi, pour poursuivre, je vais rester dans un film de procès, mais quand même assez différent, parce qu'ici, il s'agit d'un film français, sorti encore une fois en 2024 cette année, qui s'appelle Le Fil et qui est réalisé par Daniel Auteuil. Alors Daniel Auteuil, évidemment, on le connaît bien comme acteur, on le connaît désormais aussi comme réalisateur,
Et en particulier, mais on reconnaît son amour pour l'œuvre de Marcel Pagnol. Et donc, il a commencé sa carrière de réalisateur en adaptant La Philippe Puisatier, c'était déjà en 2011. Puis il y a eu Marius, Fanny, puis il y a eu un autre film entre-temps. Et là, on était quand même dans quelque chose de très, très différent du film dont je vais parler dans quelques instants. Parce qu'on avait quelque chose d'extrêmement classique, très respectueux, puisqu'on sentait vraiment tout l'amour qu'il pouvait avoir pour Marcel Pagnol, quoi. Donc, le film, peut-être pas très, très intéressant, mais surtout pour les fans de l'œuvre de Pagnol, je pense. Ici, on a quelque chose quand même d'assez différent. Et apparemment, c'est adapté d'un livre d'un avocat, qui s'appelle Jean-Yves Moyard, et qui serait donc inspiré d'une histoire vraie. Mais peu importe ici finalement. Donc Daniel Auteuil se met en scène puisqu'il se donne un des deux rôles principaux, et celui d'un avocat pénaliste qui en fait ne prend plus de dossier pénal. On verra un peu plus loin dans le film qu'il a été marqué par une affaire et donc il n'a plus voulu plaider, et ça fait donc très très longtemps. Et pourtant ici, il se décide à reprendre un dossier parce que il est touché en fait par un père de famille qui est interprété par Grégory Gadebois, qui est accusé d'avoir tué sa femme alors que bon, il a l'air d'être affectueux, pas très intelligent, même un peu bête, hein, on peut dire comme ça, et donc l'air de subir complètement ce qui lui arrive, de ne pas comprendre, et de se dire ouais, moi je dois encore m'occuper des enfants, etc. Donc voilà, moi le plus important pour moi ce sont les enfants, etc. Et il ne comprend pas même qu'il doit se défendre, et que oui, prendre un avocat c'est essentiel dans une affaire pénale comme ça, même s'il n'a rien à se reprocher. Et voilà, donc comme l'avocat est vraiment pour le coup persuadé de son innocence, il reprend le dossier et il va le défendre bec et ongles et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, le film traite donc on va de nouveau être beaucoup dans la salle d'audience, même si un peu comme dans le film de Clint Eastwood, on ne va pas avoir d'effet de manche, hein. Le but c'est pas non plus de faire un procès spectacle, mais plutôt de saisir un peu la vérité des personnages. Hugues Daillet a parlé d'une approche un peu à la Simenon, donc comprendre, ne pas juger, hein, comprendre les personnages avant tout. Et c'est vrai que c'est plutôt ça en fait, hein, qui se passe dans le film. Alors, je suis obligé de le dire quand même, sans rien révéler, il y a quand même un petit twist qui est assez... Enfin voilà. Donc, le film vaut la peine d'être vu pour ça aussi. Et moi, ce que je retiens vraiment très très fort, c'est l'interprétation, encore une fois, de Grégory Gadebois. Maintenant, je commence à le voir dans quand même pas mal de films. Il y a souvent des seconds rôles. Je pense qu'on l'avait vu chez Polanski dans J'accuse. On l'a vu dans Délicieux, qui est un film voilà, pas très très notable, mais avec un rôle très très différent, nouveau. Donc, quelqu'un qui a une palette de... Enfin, c'est vraiment l'acteur de composition par excellence, qui a une palette de jeux assez dingue quand même quand on commence à étudier sa filmographie. Et ici, de nouveau, il est assez incroyable. Les preuves matérielles, il est question à un moment d'un fil. Donc, au-delà peut-être d'un côté métaphorique, hein, le fil du procès ou quelque chose comme ça, il y a aussi un élément matériel qui est ce fil qui pourrait vraiment faire basculer le verdict du côté de la culpabilité de cet accusé. Alors, je voudrais aussi signaler, en fait, dans les seconds rôles, on retrouve dans la compagne de Daniel Auteuil, Sitz Babette Knudsen, qu'on voit beaucoup dans le cinéma français aussi, mais qui est surtout connu pour Borgen, que tu as peut-être vu comme série. Non, c'est pas le cas, apparemment. C'est danois, non? Mais elle est danoise, D'accord. ou franco-danoise, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, elle a un petit accent quand elle joue. Et dans le rôle de l'avocate générale, on a Alice Belaïdi, qu'on a peut-être plus l'habitude de voir dans des comédies, et qui ici tient un rôle de vraiment d'avocate générale assez pugnace, et qui veut vraiment obtenir la condamnation de l'accusé. Et enfin aussi Gaëtan Roussel, donc le chanteur des Louise Attaque, qui a également un petit rôle d'un homme un peu ambigu, dont l'accusé se croyait ami. Et peut-être que finalement, c'était pas exactement son ami. D'accord. Je pense que Borgen, j'avais pensé le préparer pour l'épisode sur la politique, l'épisode 34. Au final, parce que je pense que c'est pas une histoire le nom d'un politicien ou d'une famille politique au Danemark que l'on suit pendant quelques saisons. Je pense que c'est ça, mais j'avoue que j'ai pas vu. C'est ça. Oui, Ça a été assez remarqué, je dirais pas primé, mais ça a été bien reçu par la critique. Ouais. C'est bien que tu en parles parce que ça vaut peut-être le coup de le regarder à nouveau, là, ou pour une première fois.
Oui, et donc c'est un deuxième film sorti en 2024, tout Et récemment. de nouveau un film de procès, mais quand même différent. Disons, on a ici quelque chose finalement de presque, enfin, d'un peu plus réaliste sans doute, parce que ce qu'on pourrait peut-être reprocher au Clint Eastwood, c'est que oui, ben, quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là, ben, il ne va pas rester au procès, ou en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il va chercher à se faire récuser ou quelque chose. Voilà, c'est pas possible qu'on prenne au hasard un juré qui et justement pouvait être présent le jour du drame en question. Voilà, donc ça c'est vrai qu'on pourrait, c'est une petite entorse au réalisme entre guillemets. Maintenant, ici pour le coup, dans le film de Daniel Auteuil ici, l'approche est là pour le coup complètement réaliste et là on peut y croire complètement. D'ailleurs, si c'est inspiré d'une histoire vraie, on peut imaginer que, voilà, on peut vraiment imaginer que ça peut se produire, quoi. D'accord. Alors, peut-être pour rester dans la salle d'audience, je vais parler d'un avocat cette fois-ci. Et je dirais qu'il est difficile de parler de justice sans mentionner un des avocats les plus connus des 2 dernières décennies, surtout si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Il s'agit de Jimmy McGill, que l'on connaît peut-être mieux sous son pseudonyme de Saul Goodman. Et ça fait partie de la série Better Call Saul. Donc, en gros, tu ferais mieux d'appeler Saul. C'est en fait une série qui a arrivé après Breaking Bad, donc c'est apparu d'abord, lui-même, Saul Goodman, le personnage, est apparu d'abord comme personnage secondaire dans la série Breaking Bad. Donc l'avocat est incarné par Bob Odenkirk. Et il a eu tellement de succès que le créateur de la série, Vince Gilligan, a décidé de lancer un préquel. Et donc cette fois entièrement consacré à ce personnage plutôt attachant et un peu trouble-fête et excentrique. L'idée avec Saul Goodman, c'est vraiment un avocat véreux par excellence. La publicité à la radio locale, à la TV à 2 heures du matin. Il fait des pubs assez flash à petit budget. Il essaie de marquer les esprits. On peut aussi voir des publicités placardées sur des bancs publics, donc un peu typique aux États-Unis où chaque espace, l'espace public est vraiment pris par la publicité. Et lui, son business, c'est de faire du volume dans le nombre de cas, d'essayer de couvrir des petits délinquants, de pousser vers les vices de procédure et essayer de gagner des procès de manière éclair. C'est vraiment la différence entre un avocat qui se concentre sur une cause plutôt noble et ici c'est un avocat qui va couvrir les petits délits. De par ses clients, malheureusement, petit à petit, il va entrer dans des milieux plutôt dangereux, où il sera au départ d'une grande aide pour, par exemple, blanchir de l'argent pour des cartels, mais il va aussi se mettre en danger. Et tout ça, c'est au grand désarroi de son frère aîné, Charles, qui lui a créé un bureau d'avocat plutôt renommé, qui a pignon sur rue. Charles lui-même a souvent douté de son frère, Jimmy. Il ne l'a pas souvent soutenu, tandis que Jimmy lui-même a tenté de prendre des raccourcis. Il est parvenu à obtenir une licence pour exercer le métier d'avocat, mais tout ça n'a jamais vraiment fait plaisir à Charles, qui estime que c'est un métier noble, qui se mérite. Et il a toujours pris en fait son frère un peu de haut sur ce point-là, ce point de vue. Et donc, c'est une série, je trouve, qui, comme Breaking Bad, prend son temps pour développer les personnages, les scènes, les événements. Il faut être patient, mais c'est une série en général qui, à chaque épisode ou après quelques épisodes, nous récompense à chaque fois pour cette attente. La série a eu 6 ou 7 saisons. Elle a débuté en 2015, donc peu après la fin de Breaking Bad, et elle s'est terminée aux alentours de 2022. Je connaissais pas du tout. Breaking Bad, oui, mais ici, ça, je connaissais pas. Je dirais que c'est peut-être un petit peu moins impressionnant. Dans Breaking Bad, il y a évidemment le côté plutôt business de Hmm. la drogue, de la violence, avec plusieurs personnages pour soutenir la série. Donc, Bryan Cranston, notamment, Aaron Paul. Ici, Bob Odenkirk, il est parfois peut-être un petit peu seul, bien que sa femme le soutienne bien et joue un bon rôle. Pour le reste, il est parfois peut-être un peu isolé, et donc il faut vraiment porter la série à lui tout seul par moment, ce Mhm. qui complique peut-être un peu les choses. Mais c'est pour les fans de Breaking Bad, ça reste c'est bien de voir son ascension en fait d'un tout petit avocat à quelqu'un qui commence à avoir pignon sur rue et qui est bien installé dans le business, avec toujours des plans un peu foireux, si tu me permets le terme. C'est vraiment typique de Saul Goodman, je dirais. Ce genre de plan machiavélique avec les moyens du bord pour, euh, pour se venger, parce qu'il y a aussi un côté frustration. Il essaie
se faire une place dans le monde et de, de chaque fois se venger quand c'est possible. Très bien, très bien. Alors, ben, comme j'ai évoqué beaucoup de films jusqu'ici, maintenant ce sera un livre pour changer. Et il s'agit en fait du Goncourt 2024, donc vraiment une lecture particulièrement dans l'actualité aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Houri du, euh, de l'auteur Kamel Daoud. C'est le deuxième roman de Kamel Daoud. Le premier c'était Meursault contre enquête. Et Meursault contre enquête, je ne l'ai pas lu, hein, mais l'idée de l'auteur alors c'était d'offrir un autre point de vue sur l'étranger de Camus en reprenant le point de vue du frère de la personne qui se faisait tuer par le personnage si je me souviens, principal, si je me souviens bien. Ouais. Et d'ailleurs, je t'interromps, je suis vraiment désolé. Je me disais bien que le nom me disait quelque chose, Kamel Daoud, parce que je l'ai lu, Meursault contre enquête, quelques années, et vraiment son point de vue, c'est de donner une chance à l'arabe, parce qu'on ne parle jamais de son nom en fait dans le livre de Camus. On dit simplement l'arabe sans savoir quel est son nom, d'où il provient. Donc c'est donner une chance et un point de vue à cette personne ou ce côté du récit. Ok, très bien. Et le roman, en fait, s'était déjà fait remarquer en fait, lors de sa sortie, puisqu'il avait reçu le prix Goncourt du premier roman, et je me demande s'il n'avait pas encore obtenu aussi autre chose. Voilà, il avait déjà failli en fait avoir le Goncourt, parce que ça en avait fallu de peu à l'époque. Et ici, en fait, donc non seulement c'est dans l'actualité parce que il a obtenu ce prix ici, donc il y a presque quelques jours maintenant, hein, je pourrais dire. Mais au-delà de ça, en fait, le roman a une autre question qui s'appelle Houri, au pluriel. Donc Houri, il s'agit en fait des jeunes vierges qui sont promises à ceux qui arrivent au paradis, tel que c'est écrit dans le Coran. Eh bien, ce livre est interdit en Algérie parce qu'il évoque la guerre civile qui a eu lieu entre 1992 et 2002. Et moi, j'avoue en fait que j'avais jamais entendu parler de cette guerre d'Algérie. Enfin, quand on parle de guerre d'Algérie, on pense à la guerre d'indépendance, évidemment. Et cette guerre civile, par contre, moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai vraiment finalement appris beaucoup de choses. Et en fait, ça opposait finalement un peu un État contre des islamistes, puisqu'il y avait eu beaucoup, c'est une époque où il y a eu beaucoup d'attentats terroristes. Et d'ailleurs, mais si en fait on ne connaît pas très très bien l'histoire, c'est pas non plus un hasard, puisque en fait aujourd'hui, en Algérie, il est interdit d'évoquer cette guerre dans un livre et de vendre des livres là-dessus. En exergue du roman, on a d'ailleurs un article de loi. D'ailleurs, je vais juste lire le début, enfin en tout cas une partie. Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 250 000 à 500 000 dinars, quiconque qui, par ses déclarations, écrit ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents, etc. etc. Et en cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double. Et c'est issu de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Voilà, c'est assez ironique en fait de parler de paix et de réconciliation nationale quand on a de telles interdictions, mais soit. Et donc aujourd'hui, Kamel Daoud, en fait, qui est un écrivain franco-algérien, qui au départ était journaliste en Algérie, il n'habite même plus en Algérie et voilà, son livre y est interdit. Donc il faut voir aussi un peu dans l'octroi du Goncourt un petit acte politique quand même de la part de l'Académie, même si ça n'enlève rien à la qualité du roman sur lequel je vais un peu plus m'attarder maintenant. Alors, il est question de cette guerre effectivement à travers en fait le récit d'une jeune femme qui s'appelle Aube. Je pense qu'on dit c'est Fajr ou quelque chose comme ça en arabe, pas très, très bien retenu, mais donc Aube. Aube est enceinte et elle veut se débarrasser, c'est un peu ça de l'enfant à naître, puisqu'elle veut vraiment absolument avorter à tout prix. Et bon, on sait bien que aussi c'est quelque chose qui va être assez compliqué. Et avant d'en arriver à cet avortement, en fait, elle va vouloir retourner sur les lieux de son enfance, au village de son enfance qu'elle a quitté. Et au fur et à mesure des pages, on va comprendre pourquoi est-ce qu'elle a quitté. En fait, dès le début, on sait qu'elle ne peut pas parler ou qu'elle ne peut quasiment pas parler parce qu'elle ne peut déjà respirer qu'à travers une canule au niveau de sa trachée. Parce qu'en fait, quand elle avait 5 ou 6 ans, elle s'est fait égorger. Elle s'est fait égorger justement pendant cette guerre civile. Et depuis lors, elle porte, comme elle dit, une espèce de sourire qui indispose beaucoup de gens qui la croisent parce que là, du fait que c'est sans doute assez, ça pourrait être dérangeant simplement de le voir, ça rappelle aussi la guerre que
tout le monde est censé oublier. Et or, son histoire, en fait, c'est aussi une histoire un peu du féminisme parce elle tient un salon de coiffure et de beauté, alors que, et juste à côté de ce salon de coiffure, on a une mosquée avec un imam qui ne voit pas tout ça d'un très très bon œil et qui fait beaucoup pour lui causer la vie dure finalement, jusqu'au jour où quand même la femme de l'imam viendra quand même dans le salon en question. Alors, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que les femmes qui fréquentent ce salon le font en particulier pendant la messe du vendredi, donc c'est-à-dire au moment où les hommes ne sont pas là et où elles sont entre guillemets un peu tranquilles pour éviter de nouveau, parce qu'elles ont finalement un peu de liberté à ce moment-là. Ça dresse un portrait franchement pas très flatteur de la société algérienne d'aujourd'hui. Moi, je pensais que les femmes étaient beaucoup plus libres. C'est pas vraiment le cas. Voilà, elles n'ont pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de ne pas porter le foulard, pas le droit non plus de se promener seules, mais ce sont des choses quand même visiblement assez difficiles. Et le roman donc retrace finalement un peu donc à travers donc l'histoire de cette femme, le récit de cette femme, toute la guerre d'Algérie, puisqu'elle va raconter notamment un personnage qui s'est fait un peu la spécialité de tout consigner sur cette guerre, donc tous les morts qu'on a tués, toutes ces histoires, tous les massacres qu'il y a pu y avoir, les attentats, etc. J'ai lu quelque part, je ne sais plus, on parlait quand même de jusqu'à potentiellement 200 000 morts, si je ne me trompe pas, entre 60 000 et 200 000 morts pendant cette guerre. Et voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. Donc finalement, il n'y a pas eu de justice. Hein. C'est qu'on a les terroristes, en fait, les terroristes islamistes, pour presque s'absoudre de leurs actes, eh bien, se sont déclarés tous cuisiniers ou quelque chose comme ça. Donc, même s'ils étaient du côté des terroristes, ils n'ont pas pris part au massacre, ni rien du tout. Ils ne faisaient pas partie des égorgeurs. Et hop, comme ça, on a pu laver tout ça d'un grand coup, oublier le passé et passer à autre chose. C'est un côté assez glaçant aussi de voir combien on peut, comme ça, c'est même pas réécrire l'histoire, c'est l'oublier en fait, tout simplement. Alors qu'il y a des blessures qui restent toujours là et Aube en est vraiment la victime la plus visible, hein, puisqu'elle le porte sur son cou, presque sur son visage. Quoi. D'accord. Et les faits dans le livre prennent place donc de nos jours, plus ou moins aux Oui, alentours de c'est ça, tout à 2024, fait, c'est ça? tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc ça se passe de nos jours. Et puis, au fur et à mesure du récit, forcément, il y a des petits allers-retours dans le passé. On va comprendre comment cette jeune femme en est arrivée là. Pourquoi est-ce qu'elle vit désormais à Oran alors qu'elle n'y a pas toujours été. On va très vite apprendre qu'elle a perdu sa sœur, en fait, elle est une des seules survivantes, etc. Et donc, c'est toute son histoire. Et elle parle aussi beaucoup de voix, parce que forcément, elle ne peut pas parler, donc elle a sa voix intérieure, qui est un peu l'écriture, qui est un peu le roman ici, qui est très très importante pour elle. Alors, je veux dire, on n'est pas dans un roman à charge non plus, dans le sens où c'est pas donc le roman, même s'il est interdit, je trouve pas qu'il y a pas la volonté de provoquer quoi que ce soit. C'est ça plutôt de décrire des choses qui se sont produites à travers un roman, à travers de la fiction, certes, mais voilà, il n'y a pas de volonté d'être provocateur. C'est plutôt de dénoncer un peu certaines réalités dérangeantes pour les institutions. Et or, c'est pas auquel elle désire avorter. On n'est pas non plus dans quelque chose de complètement négatif. Ça, il faut le mentionner. Parce qu'il y a quand même, je pense que j'ai lu une interview de Kamel Daoud où il insistait là-dessus qu'il y a quand même de l'espoir finalement. Ça, c'est important à signaler. D'accord. Je ne connaissais pas du tout cet événement historique non plus. J'ai appris uniquement récemment qu'il y a déjà aussi une grosse tension entre le Maroc et l'Algérie. Je ne sais pas si ça date de cette période-là. Je ne sais pas du tout. Oui, Et donc pour reprendre les termes de l'écrivain que j'ai retrouvé, Houri n'est pas le roman de la désespérance. Je signe souvent les dédicaces en écrivant. C'est le roman qui prouve qu'il y a une vie après la mort. C'est un roman de résurrection, de retour à la vie. oui, une belle revanche sur la vie. Oui. Peut-être. Et puis, pour continuer sur le thème de justice, il y a le procès de Kafka. On en a déjà un tout petit peu parlé. Ici, on parlait précédemment de justice personnelle, puis justice institutionnelle. Ici, on a un procès ou même une justice qui semble un peu dématérialisée.
parce qu'on la voit de l'intérieur. On va suivre la lente descente aux enfers du personnage, une sorte de parodie de justice, où le procès en lui-même, qui est donc le titre du livre, est à peine couvert. Donc on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est intériorisation des sentiments. Et on va suivre en fait un homme dont on sait très peu de choses. Il s'agit de Joseph K. Il semble tenir son rang, il ne fait pas trop de vagues, il est plutôt content et satisfait de sa vie assez tranquille. Et un matin, il est chez lui, comme d'habitude, il se prépare à une nouvelle journée qui devait être paisible. Sauf que voilà, la police vient l'interrompre dans ses rêveries. On sonne à la porte et on lui annonce assez rapidement qu'il est sous mandat d'arrêt pour un crime qui n'est jamais prononcé. On le jugera bientôt, c'est tout ce qu'on lui dit. C'est un petit peu la stupeur parce que qu'a-t-il donc fait? Sa nature en lui-même ne le pousse pas vraiment à se rebeller. Il accepte les faits, même s'il reste dans une certaine incompréhension. Mais le voilà donc confus. Il tentait d'essayer de trouver un sens à tout cela. C'est un petit peu au cœur du roman. De manière générale, c'est une œuvre qui est assez troublante parce qu'elle va jouer sur une sorte de mélange d'absurde, de monde autoritaire, aussi une perte de repères assez forte et peut-être même un côté dystopique parce que on ne sait pas vraiment dans quel monde nous vivons ici. Est-ce qu'il s'agit d'un cas particulier ou bien est-ce que c'est une matinée où de nombreux citoyens ont été arrêtés, perturbés au même moment et vivent cette lente descente aux enfers? Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évoqué, mais on pourrait peut-être imaginer une sorte de système étatique où c'est vraiment quelque chose de systémique qui essaye de broyer les citoyens ce matin-là et peut-être même tous les matins du monde, si on peut dire. Ça reste une œuvre qui est assez surprenante. Je me souviens, après la première lecture, ça reste très original. C'est de 1925, donc ça date évidemment. C'est une œuvre à laquelle j'aime bien faire référence quand je peux. Tu aimes bien Kafka, non? Parce que il me semble que c'est pas la Ah oui, première oui, fois j'aime qu'on bien. parle. Ouais. J'ai l'impression, je pense avoir lu la plupart de ces livres, dont notamment America, qui est moins connu, mais qui était aussi une belle trouvaille pour les fans. Ok. Et puis alors pour le prochain, tu voulais parler de Jacques Aranda. Oui, un autre prix littéraire. Aussi, il s'agit du Renaudot de cette année également, Jacques Aranda, qui a encore une fois un deuxième roman de Gaël Faye. Gaël Faye qui s'était déjà fait remarquer par son premier roman aussi, qui s'appelait Petit Pays. Alors Gaël Faye, d'ailleurs peut-être un mot sur l'auteur aussi, parce que je trouve que c'est un artiste extrêmement intéressant, parce qu'il est non seulement écrivain, mais également rappeur, puisqu'il a déjà sorti, je pense, 3 albums. C'est quelqu'un, voilà, un artiste assez protéiforme hein, finalement. Moi qui n'ai pas trop amateur de ce genre de musique habituellement, j'aime assez bien. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui déjà écrit bien ses chansons aussi. Donc forcément, on n'est pas surpris voilà, d'être assez pris dans ses romans. Petit Pays, ça s'était déjà fait remarquer, puisque à l'époque, il y avait déjà eu aussi le Goncourt des lycéens, le prix du roman FNAC. Il a même d'ailleurs déjà été adapté en film aussi, avec notamment Jean-Paul Rouve. Et je crois que l'adaptation était pas mal, fidèle au roman. Et voilà. Et donc, il était déjà question à l'époque du génocide au Rwanda, même si on était du côté Burundi à cette époque-là. Alors que pour Jacques Aranda, donc le deuxième roman qui est sorti cette année, là, on reparle au nouveau du génocide, mais à travers une autre perspective, on est plus côté Rwanda. Alors, de quoi il est question ici? En fait, on suit, le narrateur, c'est Milan, c'est le fils d'une Rwandaise et d'un Français. Voilà, il vit en France. Sa mère est rwandaise, mais a toujours refusé de parler du Rwanda, donc il ne sait absolument rien des racines familiales. Et un jour, pourtant, dans la famille, en France, comme ça, on accueille voilà, un jeune garçon du Rwanda qui s'appelle Claude et qui va rester comme ça un petit temps en France avec lui et qu'on présente un peu comme un cousin ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, de nouveau, on ne lui dit pas grand-chose. Et il se pose, même s'il est encore jeune, il se pose déjà des questions. Donc on commence comme ça dans les années 90, c'était en 94 ou 98. Et Jacques Aranda, en fait, se déroule sur plusieurs périodes. Donc à chaque fois, on va sauter quelques années et on retrouve Milan un peu plus tard, puisque là, il aura environ 16 ans. Et sa mère va retourner au Rwanda pour la première fois. Donc ça va être l'occasion un peu de découvrir les racines familiales
même si de nouveau, mais il ne comprend pas grand-chose. Quand une fois qu'il arrive au Rwanda, qui était sa famille, quel est ce pays, beaucoup de choses vraiment lui échappent. Il fait quand même la connaissance un peu de sa grand-mère au départ. Et puis donc le roman va de nouveau passer quelques années plus tard et on va découvrir qui était ce Claude qu'il va finalement retrouver mais avec des années plus tard. Et à travers l'histoire de cette famille, c'est l'histoire du Rwanda, en particulier du génocide. Alors, c'est de nouveau, je pense, un roman important, parce que ça parle du génocide, mais sous l'angle de la fiction. Hein, donc, on n'est pas dans du documentaire, on n'est pas dans un roman autobiographique non plus, hein, comme Petit Pays, même si Gaël Faye est rwandais. Lui, il est vraiment du Rwanda, hein, donc il n'a pas vécu sa jeunesse en France. Voilà, c'est pas son histoire à lui, hein, j'insiste très très fort là-dessus, mais à travers ce roman, c'est un peu une histoire du Rwanda. C'est assez juste dans le ton, c'est des personnages assez attachants aussi. Et alors le jacaranda en question, c'est donc je sais pas si tu vois ce que c'est, hein, c'est un arbre à fleurs mauve violette comme ça. C'est très D'accord. très, en photo en tout cas, c'est très joli. Et alors, il y a toute une symbolique derrière ce jacaranda que je ne vais pas complètement révéler ici. Mais voilà, donc ça prend tout son sens en fait quand on lit le roman. Peut-être tout petit regret que je pourrais avoir, mais c'est vraiment très très léger, c'est que je trouve que ça aurait pu être plus long. Parce que je pense que ça ne fait qu'à peu près 200, entre 250 et 300 pages. Et parfois, on pourrait laisser un peu plus de temps pour les choses. Et alors, je pense que tu pourrais te demander ici, tiens, très bien, il est question de l'histoire du Rwanda, du génocide, mais pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui alors qu'il est question de justice? Eh bien, en fait, pour favoriser un peu le travail, on va dire, que la société puisse se relever hein, de cette tragédie nationale, de ce génocide, eh bien, on a institué des GAKK, je ne sais pas si je me prononce bien, qui sont en fait des tribunaux populaires. Et donc l'idée ici, c'était de prononcer des peines dans des villages, que toute la société prenne part en fait au jugement de ceux qui ont commis des massacres, des organisateurs de génocide. Donc tous les crimes ne pouvaient pas être visés par ces tribunaux populaires. Mais en tout cas, c'était aussi l'idée de non seulement d'impliquer la société, mais aussi d'accélérer un peu les poursuites pour permettre de passer aussi à autre chose, au contraire de ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'Algérie, après en avoir parlé en tout cas. Donc la volonté ici, c'était voilà, d'impliquer et d'accélérer un peu le processus. On sait bien que la justice, ça dure toujours extrêmement longtemps, il faut réunir des faits, etc. Et donc il y avait la possibilité comme ça de prononcer des peines. C'est aussi, on le voit en fait hein, dans le roman, un moyen au-delà du jugement aussi, d'essayer de comprendre, pas vraiment de comprendre plutôt, mais de retrouver des preuves, de chercher à savoir ce qui s'était passé, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont disparu aussi. Est-ce qu'on les a enterrés? Est-ce que leurs corps sont quelque part? C'était moyen aussi pour les victimes de retrouver un peu personnes, parfois de leur famille, en tout cas des proches. D'accord. Et puis, tu as oublié de raconter un truc. Tu avais déjà acheté ces livres avant que les prix ne soient donnés. J'ai Tu as eu du particulièrement flair. du flair cette année. Ouais. C'est pas le cas à chaque fois. Mais oui, mais en fait, bon, après soyons sérieux 30 secondes, ils étaient cités dans plusieurs listes, donc il y avait quand même de grandes chances qu'ils obtiennent quelque chose. Et aussi, la critique était quand même très favorable. Hein, donc, ça se sentait qu'ils allaient être primés, je trouve. Hein, donc, je n'ai pas non plus un si grand mérite que ça. D'accord. Pour terminer, peut-être sur Crime et Châtiment de Dostoïevski. C'est l'œuvre la plus connue. C'est peut-être un de mes livres préférés. Et on va suivre la vie de Raskolnikov, un jeune homme russe qui vit en banlieue. Je ne me souviens pas de la ville. Je ne pense pas que ce soit cité. C'est peut-être sûrement bien Saint-Pétersbourg. Il n'est pas bien fortuné, mais il est plutôt ambitieux. Et il se voit clairement comme étant au-dessus de la moyenne. C'est un homme de talent. D'ailleurs, il se voit un peu comme un dieu. Et du coup, il peut se permettre certaines choses que d'autres, les insectes, n'ont pas droit de faire. Donc,
étant donné qu'il se considère comme un homme exceptionnel, il a le droit de transgresser des lois, donc les lois, notamment les lois morales. Et son crime ici, ce sera de planifier l'assassinat d'une vieille prêteuse sur gage, et il voit ça comme étant le crime parfait, du moins en apparence. Malheureusement, il va s'avérer que ce crime, une fois commis, va le poursuivre, et on va le suivre, on va presque même faire partie de lui, on va comprendre ses motivations, ses pensées, et puis les doutes qui vont s'installer petit à petit et qui vont donner une impression d'un début de schizophrénie qui grandit petit à petit. Je vais m'arrêter là, c'est un livre qui vaut le coup, qui peut peut-être un petit peu troubler par l'usage des prénoms, des surnoms. On va parler plusieurs fois de la même personne, mais sous différentes formes. Ça peut un peu troubler, étant donné qu'il y a plusieurs personnages qui vont rapidement faire leur apparition. D'un point de vue peut-être critique, il y a toujours un grand réalisme psychologique, je trouve. On fait partie de lui, donc on est plongé dans ses pensées, on ressent la fluctuation de son niveau de confiance, et les doutes qui vont s'installer, c'est la détresse mentale, et on voit aussi comment il va concevoir son crime comme étant presque même un acte intellectuel. Ça reste très théorique, tout a été planifié, il est très sûr de lui, de savoir par exemple comment se débarrasser de l'arme, et on voit qu'il est très détaché des réalités, donc on voit peut-être un parallèle avec L'étranger de Camus, un homme qui est un petit peu au-dessus des lois, qui est détaché de tout sentiment, donc côté plutôt psychopathe, je dirais. Je vais peut-être m'arrêter là en disant qu'on va voir l'impact de ces crimes sur son âme qui va se défilocher au fil des pages, petit à petit. Cette perte de confiance en soi, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, est assez claire. Ouais. Et toi, Tip, je vais te poser une question. Je sais que je pense pas que tu l'aies lu, mais je vais Non. d'ailleurs te poser la question pourquoi? Est-ce que tu le gardes pour la retraite ou ça ne t'intéresse pas du tout? Je te mets un peu sur le game. Ni l'un ni l'autre, je ne m'étais pas fait d'idée. Voilà, c'est tout. Voilà, je n'y pensais pas, tout simplement. Est-ce que c'est peut-être une résolution pour l'an prochain? Parce que tu as déjà tout Je sais pas, planifié. ça m'a l'air fort, fort. Enfin, ça ne fait qu'elle est de mal en mal, de plus en plus mal pour le personnage principal, j'ai l'impression, non? Ah oui, c'est pas une fin très joyeuse. Donc, Ouais, il faudra que je sois alors plutôt en grande forme alors avant de le commencer. ou tu pourrais le commencer de la dernière page et tu le lis dans le sens inverse. Alors ça se termine plutôt bien. Alors, on peut terminer sur cette bonne note et on vous dit à la prochaine. Le prochain épisode, ce sera sûrement sur notre top de l'année 2024, niveau livres et films. Et on se redit à très bientôt alors. Très Merci, bientôt. Jim. Salut, salut Max. À la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.